Imaginons un instant se retrouver coincé dans un endroit sans même savoir comment on y est entré. Et le pire, chaque chemin qu'on prend pour essayer de s'échapper nous ramène très exactement au point de départ. C'est précisément ce sentiment d'emprisonnement permanent que notre analyse d'aujourd'hui explore. On va décoder ce qu'on appelle le labyrinthe narcissique. Alors comment est-ce qu'on se retrouve piégé dans un labyrinthe qu'on ne peut même pas voir? C'est le mystère psychologique au cœur de tout ça. Ce n'est pas un espace physique avec des murs en briques ou des portes en acier, non. C'est une prison totalement invisible. Et c'est ça qui la rend si redoutable. Bah oui, si on ne voit pas les murs, comment savoir qu'il faut les escalader? Section 1. La prison psychologique invisible. La définition même de ce labyrinthe est d'une complexité folle. Les sources nous montrent bien qu'il s'agit d'une construction purement mentale. Les murs, ce sont des règles non écrites, des illusions totales et une manipulation de chaque instant. L'unique but de cette véritable ingénierie psychologique, c'est de maintenir un contrôle absolu. Et la personne captive ne se rend même pas compte qu'elle est enfermée, tout simplement parce que le piège est conçu sur mesure pour brouiller sa perception de la réalité. Section 2. Pénétrer dans le piège caché. L'entrée de ce labyrinthe, c'est un véritable chef-d'œuvre de tromperie. En apparence, ça a l'air accueillant, c'est innocent, ça semble même super protecteur au début. Mais il y a un fait glaçant qu'il faut souligner, la personne toxique ne force jamais l'entrée. Au lieu de ça, elle va repérer les failles, les petites vulnérabilités, la fragilité de l'individu, et elle va s'en servir comme porte d'entrée. Tout ça se fait dans une soumission super silencieuse et progressive. Ce n'est pas du tout une capture violente, c'est une invitation empoisonnée. D'ailleurs, il y a un proverbe arabe cité dans l'analyse qui illustre ça à la perfection. Entrer dans le bain n'est pas comme en sortir. C'est vraiment la métaphore idéale. Y entrer, c'est incroyablement facile, ça glisse tout seul. Mais essayer d'en sortir, c'est là que le piège se referme direct. Ce labyrinthe est fait exprès pour avoir une porte d'entrée grande ouverte, une porte de sortie quasiment introuvable. Et ce piège est tellement invisible que des années entières peuvent s'écouler. Oui, des années. L'esprit humain est d'une efficacité redoutable pour normaliser la souffrance. On s'y habitue vite. On finit souvent par se convaincre qu'on traverse juste une relation difficile ou une période compliquée. Sauf qu'en réalité, la personne piégée est en train de perdre son essence même, de se perdre complètement, à petit feu, sans jamais réaliser l'architecture du labyrinthe qui s'est refermée sur elle. Section 3. Figé à l'intérieur du labyrinthe. À l'intérieur, c'est le chaos mental absolu. L'analyste utilise une autre expression géniale pour décrire ça. Du bruit sans farine. Imaginons un moulin qui fait un boucan monstre mais qui tourne à vide. C'est pareil ici. L'environnement est saturé de mots, de grandes promesses incroyables, de disputes à non plus finir, de faux espoirs, un vrai vacarme assourdissant. Mais si on regarde les actions concrètes, zéro, nada. Il n'y a aucune farine qui en sort. La relation n'est plus avec une personne réelle, mais avec une espèce de tempête d'illusions et de paroles en l'air. Et le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le monde extérieur. Il bouge, il évolue, il avance. De l'autre côté, on a la réalité interne de la personne qui est piégée. Elle est complètement figée dans le temps. C'est littéralement vivre le jour de la marmotte en boucle, dans un isolement le plus total. L'analyse insiste bien sur un point. Ce labyrinthe ne vole pas juste le présent de la personne, il lui arrache carrément sa capacité à imaginer que demain puisse être différent. Section 4. Les piliers du contrôle. Toute cette structure repose sur 3 énormes piliers. Premièrement, la perte totale de choix. C'est simple, chaque petite décision, même le truc le plus banal du quotidien, est scruté et soumis à l'approbation du geôlier. Deuxièmement, la redéfinition de l'objectif de vie. La personne n'existe tout simplement plus pour elle-même. Son seul et unique but devient de servir les caprices de l'autre. Et troisièmement, une exploitation systématique. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard, parce que la soumission doit être absolue. Bon, là on arrive au truc vraiment terrifiant de l'analyse. C'est ce concept bien précis appelé attektir, qu'on pourrait traduire par la distillation. On ne parle pas d'une petite exploitation en surface, c'est un processus super méthodique où l'énergie de l'individu, ses ressources, ses talents et carrément son identité tout entière sont pressés et extraits jusqu'à la dernière goutte. Le but de la manœuvre, obtenir une espèce d'essence pure qui va servir uniquement à gonfler l'ego de l'abuseur. C'est un assèchement complet, un vrai vampirisme de l'âme. Ce qui nous amène direct à la règle d'or, celle qui n'est écrite nulle part. Absolument rien n'est gratuit. On pourrait voir passer quelques moments de gentillesse de temps en temps, un petit cadeau par-ci, un compliment par-là, mais les sources sont catégoriques là-dessus. Ces soi-disant bonnes actions ne sont que des stratégies. Elles ont un agenda bien planqué derrière, souvent pour injecter de la culpabilité, créer une fausse dette, ou juste colmater les murs de la prison au moment où la victime commençait peut-être à ouvrir les yeux. Section 5. L'illusion de l'évasion. Toute cette logique ultra toxique est hyper bien résumée par les options qui s'offrent à la victime. Disons que la personne réussit, qu'elle arrive à plaire parfaitement à l'abuseur. C'est quoi le résultat? La liberté? Pas du tout. C'est juste le ticket d'entrée pour une exploitation qui continue de plus belle. A l'inverse, si elle l'échoue et que ça déplaît à l'autre, est-ce qu'elle se fait virer et retrouve sa liberté? Eh ben non, elle est juste négligée et balancée dans un coin sombre du labyrinthe. Pile tu perds, face tu perds aussi.
Les deux chemins nous gardent bien enfermés à l'intérieur. Et c'est vraiment le point crucial à retenir ici. Dans cette architecture de l'enfer, la punition ultime, ce n'est jamais de se faire expulser. Non, la punition, c'est d'être totalement isolé, marginalisé et laissé pour compte à l'intérieur même du labyrinthe. Il n'y a aucune porte de sortie qui a été dessinée sur les plans de l'architecte. L'abandon, c'est une forme de contrôle tout aussi puissante que la tension étouffante. Section 6. S'éveiller à la réalité. Finalement, l'analyse ramène tout ça à la vraie nature de cette prison. Les barreaux, ils n'existent que dans la tête de la victime. Les règles qui dictent chaque respiration, elles ne sont écrites absolument nulle part. Et ces immenses murs qu'on croit infranchissables ne sont que des illusions, de pure construction psychologique tenue en place par la peur et la manipulation. En fait, tout le pouvoir du labyrinthe repose sur un seul truc, le fait qu'on croit dur comme fer qu'il existe physiquement. Ce qui nous laisse avec cette pensée finale super provocatrice tirée de l'analyse. Si les murs sont mentaux, la liberté ne viendra jamais en cherchant une porte physique cachée sous le tapis. Non, la liberté elle commence à la seconde précise où on capte que le labyrinthe lui-même n'est qu'une immense mascarade. Reconnaître l'illusion, c'est littéralement la seule issue possible. Mais bon, si cette prison est mentale, ça veut dire que la personne qui détenait la clé depuis tout ce temps, c'était qui d'après vous ?